En route vers la présidentielle, la chronique politique de ce grand journal. Tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et cette semaine, Alexis, vous démarrez cette chronique par une analyse de la portée symbolique du double déplacement d'Emmanuel Macron en Russie et en Ukraine. Nous avons changé de paradigme. Tout le monde le sait. Les hommes politiques, mieux que quiconque, ils ont intégré le fait pour aller très très vite. Que comme on disait jadis à Paris Match, le poids des mots, souvent, est surclassé et dépassé par le choc des photos. Et il y a une photo que vous avez commentée déjà, donc on ne va pas s'y appesantir. Autour de cette immense table. Exactement. Une table extrêmement humiliante et vexatoire, comme si, au fond, le maître du Kremlin avait voulu signifier au président français que certes il les recevait, mais qu'il ne le concevait pas comme un interlocuteur de plein droit, ou en tout cas comme un interlocuteur avec lequel un débat fraternel et franc peut s'engager. Quand on exile un interlocuteur, quel qu'il soit, à 8 mètres ou à 10 mètres de distance, cela veut dire qu'ostensiblement, on cherche à le mépriser. Et ça, évidemment, Emmanuel Macron l'a ressenti sans doute comme une terrible blessure. Pour le dire d'un mot, le président jupitérien, Jupiter, comme il se définissait lui-même il y a 4 ans et demi au moment de son élection, est tombé, a trébuché sur Attila, sur un Attila qui lui signifie à quel point il lui serait, je dis bien, il lui serait supérieur. Alors d'ailleurs, c'est une spécialité des illibéraux, en règle générale, que nous évoquons souvent avec vous à ce micro. Le président hongrois, les responsables du gouvernement polonais, mais aussi bien sûr Vladimir Poutine, qui s'inclut en quelque sorte dans ces démocraties libérales. On humilie autant que l'on peut les démocrates libéraux. Et évidemment, on peut penser qu'à ce titre, Emmanuel Macron a eu tort de se précipiter, si vous me passez l'expression, dans la gueule du loup. Il a voulu, bien sûr, sublimer son rôle de président provisoire du Conseil européen. Malgré des avancées diplomatiques qu'a salué tout à l'heure le chef de la diplomatie ukrainienne ? Oui, bien sûr, avancées diplomatiques, certainement, si vous voulez, mais sur le plan médiologique, pour employer une expression chère au philosophe Régis Debray, nous avons changé d'air. Nous sommes passés, c'est comme ça, c'est un fait, nous sommes passés de l'ère de ce qu'on appelait la graphosphère, c'est-à-dire la presse écrite, à l'ère de la vidéosphère, où ce sont les images qui impriment dans l'opinion. Or, Emmanuel Macron, lui, l'a intégré. Il n'est pas forcément quelqu'un qui est un homme avant tout de l'écrit. Et il sait très bien que son action publique va être jugée, surtout dans les semaines qui viennent, à l'aune des images qui peuvent imprimer. Que voulait-il faire à l'Élysée depuis un mois ? 2 choses. Préempter en interne le vaccinal, comme étant le sujet principal, au détriment du pouvoir d'achat, au détriment des questions d'identité et d'immigration. Et 2, à l'international, montrer à quel point le président français était aussi le président de l'Europe. Pour le coup, sur cette séquence-là, on ne préjuge pas de la suite, attention, mais pour le coup, sur cette séquence-là, en dépit des avancées que vous soulignez, que vous notez à juste titre, Steve, on peut dire que la visite au Kremlin a été doublement cuisante, non-accueil officiel à l'aéroport de Moscou, et ensuite, effectivement, cette table qui signifie, comme l'a fait d'ailleurs dans un autre genre, récemment une chaîne info avec un député des Bouches-du-Rhône non vacciné, qui signifie incontestablement une relégation symbolique extrêmement humiliante pour l'interlocuteur. Alexis, on va quitter les frontières de l'Ukraine pour revenir en France. En examinant la situation à droite, vous considérez que la fameuse thèse des 3 droites de l'historien René Raymond peut nous aider à comprendre la bataille en cours entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Rappelez-nous d'abord peut-être la typologie des droites. Moi, je joue toujours carte sur table avec vous, c'est pour ça que j'adore cette émission. J'ai pas fait Sciences Po, mais les sciences politiques... Vous avez lu beaucoup plus de livres que la majorité je ne sais pas, de Sciences Po. Mais les sciences politiques m'intéressent. Et donc, j'ai eu l'occasion, dans ma vie de journaliste, de rencontrer à plusieurs reprises René Raymond, à la fin de sa vie. Qui était président de la Fondation des sciences politiques. Voilà. Et donc, je l'avais interviewé à de nombreuses reprises, au Figaro, à Marianne. Et c'était un homme, évidemment, d'une culture et d'une élévation de pensée tout à fait singulière. Mais qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie ? Au fond, vous savez, un intellectuel laisse parfois quelques idées. C'est quoi, René Raymond, d'abord ? C'est la théorisation de ce qu'il appelait la tripartition des droites, c'est-à-dire les fameuses 3 droites. Selon lui, donc, ça serait des constantes, en quelque sorte, de la droite française, divisées en 3 morceaux, qui sont des sensibilités idéologiques. Résumons. La droite orléaniste, qui est en gros la droite
libérale. C'était les Orléans au XIXe siècle, donc des libéraux, qui veulent la progression des libertés publiques, la progression du doux commerce, de la liberté de commercer, etc. Les bonapartistes, comme leur nom l'indique, ils sont évidemment des sectateurs de Napoléon et de ses formidables conquêtes émancipatrices des peuples d'Europe. Et donc, c'est une droite qui mise beaucoup sur l'État et qui s'est reconnue ensuite, bien plus tardivement, dans la figure du général de Gaulle, naturellement. Le cœur du RPR historique, on va dire, c'est un parti gaulliste et bonapartiste. Et puis la troisième ? Et la troisième, c'est la droite qu'on appelle légitimiste, qui est une droite, on va dire, plutôt opposée aux principes émancipateurs, universalistes et souvent maçonniques de la Révolution de 1789. C'est une droite, au fond, traditionnaliste. Et donc, si on plaque cette typologie de René Rémond sur la droite actuelle, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? Alors justement, c'est intéressant. On fait jouer ensemble cette grille. Au fond, nous avons aujourd'hui 3 droites, de facto, qui sont, certes, pour 2 d'entre elles extrêmes, et pour l'autre, celle de Valérie Pécresse, centrale. Même si Éric Zemmour espère l'union des droites à terme. Naturellement, on va y venir. Alors, commençons par Valérie Pécresse, si vous voulez. Très rapidement. Valérie Pécresse, elle a 2 figures tutélaires dont elle s'inspire. Vous vous en souvenez, c'était dans Le Point à l'été dernier. Entretien, on va dire, programmatique que nos excellents confrères du Point avaient fait. Merkel, d'un côté, et la dame de fer, Margaret Thatcher, de l'autre. Ce sont 2 figures incontestablement libérales. Autrement dit, pour reprendre les catégories de Rémond, orléanistes. Ce ne sont pas des figures bonapartistes, en aucun cas. Donc, elle a, de ce point de vue-là, un déficit, d'où l'insistance d'ailleurs de ses équipes de campagne, Patrick Stefanini, etc., on en a parlé, sur Valérie, elle est très bonne dans le régalien. Oui, mais pour l'instant, elle ne le montre pas tant que cela. Deuxième personne, Marine Le Pen. C'est pas tout à fait la droite, c'est l'extrême droite, mais elle veut aujourd'hui faire partie de la droite. Normale, entre guillemets. Sous l'influence de ses conseillers politiques successifs. Le premier d'entre eux, d'ailleurs, était Florian Philippot, qui est un souverainiste pur sucre. Qu'est-ce qu'elle a fait du parti ? Elle a transformé un vieux parti légitimiste, elle a tenté de transformer un vieux parti légitimiste en parti néo-bonapartiste, c'est-à-dire ayant vocation à prendre la place de ce que fut le RPR des années 70, vous vous souvenez, enfin, on n'était pas nés, mais vous vous souvenez, c'était un parti très souverainiste, très étatiste, très colbertiste, et au fond, pas du tout raciste. Disons-le très clairement. Notamment autour de Philippe Séguin, j'imagine. Voilà. C'est d'ailleurs, au fond, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui ? C'est prendre cette place-là, parler à tous les Français, quelles que soient leurs origines. Et puis Éric Zemmour, pour terminer ? Alors, Éric Zemmour, en revanche, lui, c'est incontestablement un produit, on va dire, hybride. Je connais très bien... Il se réfère très régulièrement à Bonaparte. Bon, alors moi, je connais très bien le président de Reconquête, j'ai travaillé avec lui dans le même journal, donc j'ai toujours suivi son évolution idéologique. Sur le fond, Éric Zemmour, il ne s'en cache pas d'ailleurs, quand il était petit garçon, enfant de juifs d'Algérie, quelle était son admiration principale ? Bonaparte. Ses conquêtes de l'Europe. Son messianisme révolutionnaire européen. Il a une admiration absolument folle. Et je peux vous dire que quand il a fêté son anniversaire de 50 ans, c'était autour de la figure de Napoléon. Il a invité tout Paris, les gens étaient là. Moi, je n'y étais pas, d'ailleurs. Mais moi non plus, ne vous inquiétez pas. Je sais. Mais qu'est-ce qu'il a ajouté depuis, Éric Zemmour ? Et c'est très intéressant, ça en fait un produit mixte par rapport aux catégories de Rémond. Il a ajouté la dimension que nous appelions tout à l'heure légitimiste, c'est-à-dire traditionnaliste et contre-révolutionnaire. Il préempte depuis plusieurs années l'électorat, on va dire, de la droite hors les murs. Cette droite hors les murs, elle est fâchée avec les principes républicains universalistes et émancipateurs. Au fond, elle a dans le viseur l'idée que la droite, depuis plusieurs années, serait trop de gauche. Et donc, de ce point de vue-là, Zemmour est un produit hybride. Je vous livre juste ça. C'est une phrase, un tweet. Oui, un tweet, absolument. Je ne veux pas vous exploser le conducteur. Dans son histoire, au cours de la 5e, la droite, elle a toujours gagné quand elle a su être à la fois bonapartiste, c'est-à-dire gaulliste, et orléaniste, c'est-à-dire libérale. Voilà. Donc hybride. Oui, mais une autre hybridation. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et évidemment en vidéo sur YouTube. Merci à vous. Demain pour présenter cette fois la une d'actualité juive. Nous serons demain pour En route vers la présidentielle avec Mickaël Darmon.